Nous sommes là, nos invités également sont là. Jennifer Sativi, et si vous les faisiez découvrir à nos téléspectateurs très rapidement. Justement, nous sommes ce matin avec le président de l'Ordre des médecins du Bénin, Monsieur Francis Dossou. Bonjour. Bonjour Madame la journaliste, bonjour Monsieur, bonjour aux éditeurs, aux auditeurs, aux téléspectateurs. Voilà, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, c'est un devoir. En face de vous, c'est Madame Eponine Godonou-Guézo. Vous êtes parent d'une victime et donc vous êtes sur ce plateau en tant que témoin pour nous raconter un peu votre expérience. Et au téléphone rock, on sera avec le docteur Achille Metaou, oui, justement, qui est sociologue des questions de la santé. Il est également urgentiste. Absolument. Et voilà donc décliner l'identité de nos invités qui feront ce débat avec vous, mesdames et messieurs. Comme nous vous le disions, nous aurons des témoignages sur ce plateau. Nous aurons également des témoignages à travers une vox pop que nous avons réalisée pour soutenir le sujet et qui montre que c'est un problème réel, ce qui se passe dans nos hôpitaux. J'ai bien envie de commencer par Madame Eponine Godonou-Guézo. Vous avez tout récemment été victime d'une situation du genre et vous continuez à être attristé par cette situation, l'accueil dans les hôpitaux. Que s'est-il passé concrètement? Merci à toi, merci à vous, les journalistes, pour m'avoir invité malgré la douleur qui est encore présente. Ouais. Et il était important et nécessaire que je puisse en parler, si ça peut aider d'autres patients ou si ça peut aider notre gouvernement à faire diligence pour pallier à certaines erreurs qu'on subit tous les jours dans les hôpitaux. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? On va dire que la journée du 29, mon grand frère a été transporté en clinique parce que déjà la veille, on l'a perfusé, on a fait une prise de sang. Et le lendemain, on était reparti pour la deuxième perfusion quand, suite aux analyses, on nous a dit qu'il avait une anémie très sévère. Donc, le médecin de cette clinique ne pouvait pas le garder. Il a dit qu'il faut absolument qu'on aille dans un centre de santé qui pourrait le transfuser immédiatement. Au moment où il parlait, c'était dans l'immédiat. Oui. Seulement dans les conditions comme ça, aucun médecin, je veux dire déjà à partir de ce médecin-là de la clinique, ils ne prennent pas le temps de téléphoner à tous les hôpitaux pour contacter, pour savoir qui peut prendre ce patient pour telle pathologie. Rien, on vous laisse à vous-même. Donc, on a quitté de là, on nous a envoyé encore dans un autre hôpital. Pareil, ils ne pouvaient pas le prendre. Mais en temps, l'heure défilait parce qu'on a commencé à faire la tournée. Il était 9h et quelques. Jusqu'à 13h, on arrivait au grand hôpital. Où on a atterri. Eux aussi nous ont dit qu'ils ne pouvaient pas nous prendre parce qu'ils n'ont pas de place, que l'hôpital était complet. Dis donc. Donc, ils nous ont envoyés dans un autre hôpital aussi. Et là, on a un oncle qui travaille dans cet hôpital-là. Là, on l'a appelé, on a dit, voilà la situation. Ça fait depuis 9 heures qu'on court. Et là, il est 13 heures, on devait le perfuser. On devait lui transfuser du sang. Et on est toujours au point zéro. Personne ne veut nous prendre. Il a dit, attendez, moi, j'arrive. Effectivement, il est arrivé. Et il a fallu qu'il soit là pour qu'on nous accepte en urgence. Pourtant, c'est déjà une urgence. Et je n'admets pas et j'arrive toujours pas à croire qu'on vous dit anémie sévère. Il faut transfuser en même temps du sang. Et aucun système n'est là pour vous aider à arriver à faire ça. Et une fois maintenant là, on nous a admis, on a fait les examens, on a fait ci et ça, les radios et tout ceci. Avant qu'on le transfuse, il était déjà 18 heures quand on l'a transfusé. Parce qu'il y a, évidemment, pour les sangs, il y a une procédure à suivre. D'abord, on nous dit qu'il n'y a pas de sang. Ça, c'est le problème systématique, il n'y a pas de sang. Et il a fallu qu'on intervienne aussi pour que nous ayons des poches de sang. Et pour avoir la poche de sang, il y a toute une procédure derrière, en amont qu'il faut faire. Donc, ça prend du temps. Et quand c'est urgence comme ça, normalement, il devait y avoir un système en place qui vous permet de faciliter les choses aux accompagnateurs. Donc, c'est comme ça que, finalement, de maladie en maladie ou de diagnostic en diagnostic, on va dire, le Covid est rentré dedans. Et on l'a transféré
à Alada. Parce que, soi-disant, on ne voulait pas d'ailleurs qu'il aille à Alada. On a refusé qu'on le transfère là-bas et qu'on n'a pas un bon retour de Alada et qu'on ne voudrait pas qu'il y aille. Ils ont dit, si on l'amène de là, qu'on l'amène ailleurs et que le cas s'aggrave, il ne faut pas qu'on le ramène. Et je dis, on va y réfléchir. Là, ils ont parlé, son taux de créa aussi était élevé, il fallait faire une dialyse en urgence avant de l'envoyer à l'ADA. Donc, on a fait la procédure. Le matin, ils l'ont dialysé très tôt. Et après, ils l'ont envoyé à l'ADA. Seulement, ce qu'ils ont oublié de nous dire, c'est que le dimanche qu'on dialysait les gens qui sont positifs de Covid. Il n'y a qu'une fois par semaine, le dimanche, qu'on les accepte au CNH. Une seule fois? Une seule fois par semaine. Alors, on nous a dit, après qu'il a fait la dialyse, le docteur, le professeur nous a dit, avec les résultats, parce qu'il y a un biologiste qui était là avec nous, qui a fait le bilan en même temps après la dialyse pour nous dire où on en était. Il a dit, vous pouvez l'amener. Il va tenir une semaine. C'est le professeur qui disait ça, je ne vais pas citer de nom. Ouais. Le professeur de la session disait, il va tenir jusqu'à dimanche prochain. Vous n'avez pas d'inquiétude à vous faire. Parce que moi, mon point, c'était ça. Je sais que quelqu'un qui est dialysé devait dialyser 2 fois au moins par semaine. Donc, une semaine, ça faisait juste, vu le traitement qu'il ira subir là-bas. Ils nous ont rassurés. Donc, maintenant, là-bas, à mardi, il est parti le dimanche après-midi. Mardi, déjà, l'hôpital d'Alada nous demandait une dialyse. Qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai frappé à toutes les portes, on a frappé à toutes les portes, mais aucune solution. On nous a dit on doit attendre dimanche. Donc tous les jours, on nous envoyait des ordonnances, on achetait, on amenait pour le maintenir jusqu'à dimanche. Malheureusement, il a succombé le vendredi matin. Voilà. Voilà la situation, Jennifer. Justement, c'est un témoignage très poignant. Donc, Monsieur Dossou, dites-nous un peu, vous avez suivi le témoignage de Madame, tout est parti de refus répétés. Donc, on se demande qu'est-ce qui peut pousser des médecins assermentés à avoir ce genre de réaction face à des cas plutôt graves. Merci Madame la journaliste. Je voudrais d'entrée de jeu présenter mes condoléances à Madame Guézo pour cette disparition. Son frère qui décède, ce n'est pas une chose agréable, surtout qu'il est décédé manifestement avant d'avoir les 80 ans, les 90 ans que l'on attend. Paix à son âme, que le Seigneur lui-même fortifie la famille et vous soutienne. Maintenant, comment faire pour expliquer déjà ce qui s'est passé et pour que cela ne se produise plus? C'est difficile. C'est difficile. Vous trouvez une excuse à ce qui s'est passé? Non. Les refus il n'y a pas d'excuse à trouver à ce qui s'est passé. Et ce qu'il faut faire, c'est comprendre déjà pourquoi les formations sanitaires refusent de recevoir. Si les centres où ils sont allés n'ont pas d'autorisation de transfusion, parce qu'il faut une autorisation pour pouvoir transfuser, ils ne peuvent pas recevoir un malade qui doit avoir une transfusion en urgence. Mais là, c'est un grand centre. C'est vrai qu'on ne lui a pas permis de citer le nom de l'hôpital, mais c'est un centre qui peut... L'autorisation pour transfuser ne dépend pas de la taille du centre. Ça dépend d'autres éléments. Moi, je suis en train de réfléchir, de chercher les raisons pour lesquelles on peut refuser un patient. Le fameux grand centre, c'est peut-être à la fin, c'est finalement là qu'il a été reçu. Oui, après savoir contacter des personnes habilitées. Il y a aussi le fait qu'il y a saturation, il ne faut pas se voiler la face. Il y a beaucoup de patients qui sont là et qui bouchent le chemin. Ce n'est pas leur faute, mais pour recevoir un malade, il faut bien que les autres malades guérissent et s'en aillent. Ou alors, si c'est aux urgences, qu'ils puissent être admis dans les services où ils doivent être admis. Parfois, ça ne se fait pas, et si c'est bouché, c'est difficile de remplir une bouteille, de mettre de l'eau dans une bouteille qui est déjà pleine d'eau. Donc, ce sont les explications superficielles qu'on peut apporter. Mais vous savez, en dehors de ces explications que vous essayez d'apporter, il y a le comportement de ces agents de santé, de certains agents de santé. Face à un jeune accidenté, par exemple, on lui dit, bon, pendant que nous sommes ici à veiller, vous allez boire de l'alcool et puis vous restez là, etc. C'est des choses que l'on entend. Est-ce que c'est normal? Déjà, je suis bien content de ce que vous parlez d'agents de santé.
Parce qu'il y a très vite un amalgame qui est très vite fait entre l'agent de santé, qui peut être l'infirmier, l'aide-soignant, l'agent d'entretien, quelqu'un qui porte une blouse, qui est chargé de collecter les fonds chez les patients, etc. Il y a un amalgame qui se fait entre tout ce monde-là et le médecin. Très franchement, un médecin ne devrait pas avoir ce comportement. Le médecin est formé pour accueillir le malade, quel qu'il soit, sans faire attention à son origine, au sexe, à la religion, au comportement et tout. Il est formé pour ça. Et quand il ne respecte pas ces éléments de sa formation, eh bien, il est passible de sanctions. Et c'est à cela que l'ordre s'emploie. On a l'obligation d'accompagner nos confrères à faire ce qu'on leur a appris, c'est-à-dire à bien prendre en charge les malades qui leur sont confiés. Maintenant, tout le monde porte la blouse, tout le monde est doto, locoto, etc. Et quand quelqu'un fait quelque chose, on dit les médecins ont fait, je crois qu'il faut faire attention. C'est dans les hôpitaux que cela se passe. Oui, mais il n'y a pas que des médecins dans les hôpitaux. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas que les médecins dans les hôpitaux. Et il y a également un autre cas qu'elle a soulevé tout à l'heure. Il a fallu l'intervention d'un parent pour que l'on essaye de lui venir au secours. Généralement, on assiste à ça. Quand vous avez un parent malade, vous êtes obligé d'appeler des proches ou bien des connaissances pour que l'on vienne au secours. C'est à croire que lorsque vous n'avez personne, c'est que vous êtes dans le couloir de la mort. C'est ça. C'est une situation que personnellement je déplore. Pas seulement dans la santé, je vous en prie. Vous savez très bien que dans plusieurs administrations ici, il faut connaître quelqu'un pour pouvoir avoir ce à quoi on a droit. Ça ne devrait pas être le cas. Oui. Ça ne devrait être le cas nulle part. Et encore moins dans à la santé. Tout à Parce fait. que dans la santé, il n'y a pas de marche arrière. Quand la personne est morte, elle est morte. Donc oui, ça c'est déplorable. Maintenant, je ne veux pas que vous ayez l'impression que je suis là comme défenseur des médecins. Non, quand ils font mal, je dirais qu'ils font mal. Mais là encore, lorsque le médecin sait qu'il y a un malade qui est là, qui l'attend, il s'en occupe. Or, il y a souvent... il n'est pas au premier contact. Ce n'est pas lui qui reçoit le malade. On reçoit le malade et on vient lui rendre compte. Et là, il se déplace pour venir. Habituellement, c'est comme ça. Si on est obligé d'intervenir auprès de celui... Enfin, des fois, l'intervention dont il s'agit, c'est quelqu'un qui connaît le médecin et qui l'appelle. Voilà. Et là, il se présente. Bon, ça ne devrait pas être ça. Mais est-ce qu'il y a un système qui est mis en place pour limiter ce genre de pratique-là? J'espère qu'avec les décisions récentes du gouvernement, que les médecins pourront prendre en main le secteur hospitalier correctement. Les décisions, c'est ce que le médecin il est chef d'hôpital, il a souvent un meilleur contact avec les chefs de service et qui auront des obligations et qui vont à ce moment prendre vraiment les choses en main parce qu'ils se sentiraient soutenus par leur hiérarchie. Et j'espère que chacun prendra, il y aura une innovation qui permettra à chacun de prendre ses responsabilités et d'agir pour que les malades soient bien reçus et soient bien traités. J'espère. Oui, allez-y, madame. J'allais intervenir aussi dans la même idée. En fait, il y a autre chose qui se passe. C'est que quand vous amenez votre patient et que le médecin qui est référent, qui est de garde, vient vous voir, il y a un problème vraiment c'est que la personne, l'accompagnant, c'est quelqu'un qui a amené son malade. Il a besoin de savoir ce qui se passe. Moi, je suis très curieuse et je pose beaucoup de questions. C'est ma nature. Et je m'y connais un peu dans le médical. Donc, le jour-là, c'est limite si je ne l'enquiquinais pas, en fait. C'est limite si je ne lui prends pas la tête avec mes questions, à comprendre le pourquoi des choses, pourquoi il prescrit ça, pourquoi il doit faire ça, pourquoi il doit faire ça. Il a tel symptôme, qu'est-ce que ça a à voir avec ce qu'il dit?
C'est vrai, je ne suis pas le médecin, mais je peux en parler parce que j'ai été avec lui pendant tout le temps pour savoir les différentes étapes qu'il a eues avant qu'on l'amène à l'hôpital. Il faut qu'il donne la chance aux gens de pouvoir s'expliquer et expliquer aussi aux accompagnateurs ce qui se passe pour les rassurer. Mais c'est limite qu'on vous traite comme un moins que rien. Mais madame, je comprends votre douleur, mais quelque part, est-ce que vous ne pensez pas que certains accompagnateurs ont tendance à se substituer aux médecins? Ils vont jusqu'à dire c'est tel médicament. Je ne laisse pas répondre parce que en fait, c'est le droit du patient, le droit de l'accompagnateur de savoir. Et c'est le devoir du médecin de le calmer, de lui expliquer. Ou de me dire le temps, voilà, c'est pas le moment propice, ou je sais pas, et après revenir me voir. Mais voilà, les médecins n'ont pas cette patience-là. On dit faites sortir la dame là, ou bien faites sortir le monsieur là. C'est ça, c'est ça. Le pire, c'est ça. Et je vous jure, le jour où on devait faire la dialyse, monsieur le président, le jour où on devait faire la dialyse, il a fallu qu'on aille 2 fois au centre de dialyse et qu'on retourne l'enfant pour dire qu'il n'était pas prévu. Il a fallu que je vienne moi-même en personne pour aller voir le surveillant de la dialyse. Je lui ai dit, mais écoutez, c'est le professeur même qui nous a donné rendez-vous. Appelez-le. Demande-lui si on a menti. Il dit non, il n'appelle pas. Je dis si, vous allez l'appeler. Vous allez l'appeler parce que c'est lui qui nous a donné rendez-vous à 7h. Il est déjà plus de 7h. Il n'est pas là et vous ne voulez pas faire le nécessaire. Mes discussions, ça a duré à peu près une demi-heure avant qu'il n'admette que, ah si, les Covidéens, c'est aujourd'hui. Allez le chercher. Je pars maintenant chercher mon frère. Qu'est-ce qui se passe? J'arrive là, il n'y a pas de brancardie, il n'y a personne pour m'aider à l'amener sur le fauteuil roulant. Je suis allée toquer de porte en porte. Finalement, je suis tombée une porte où il y avait les aides, enfin ceux qui aident, les agents qui aident à pousser. Oh, ils écoutaient leur musique tranquille sur leur lit. Et ils étaient tranquilles et ils me commençaient à me poser encore des questions, comme un médecin carrément, pour savoir le pourquoi des choses, pourquoi il doit l'amener. Je dis, le professeur attend. J'ai été obligée de mentir. J'ai dit, le professeur, il attend, il a dit d'amener tout de suite le patient. Et là, ils ont délégué un jeune homme parmi eux. Je crois qu'il est venu il n'y a pas longtemps. Il a dit qu'il ne connaît pas là où il y a la dialyse. Je dis, je vais t'amener parce que j'y viens. Je viens de là-bas. C'est comme ça, en insistant comme ça, finalement, je l'ai amené pour qu'on lui fasse la dialyse. C'est vrai, quand on voit, moi, quand je suis rentrée, j'étais sidérée de voir tout le travail que notre chef d'État il a fait. Il a fait des routes, il a fait des sous formidables qui rend le Bénin vraiment magnifique. Mais il y a un travail qu'ils ont à faire, ou même 2 là, c'est la santé et l'éducation. Parce que les autochtones, ils souffrent. Les gens qui viennent, moi j'étais là quand mon frère était là, j'ai vu 2 accidentés qu'ils ont amenés en voiture, qu'ils ont amenés de Wegbo. Jusqu'à là, on les a retournés encore. Parce qu'il n'y avait pas de place. J'avais mal pour ces familles-là. 2, ils étaient couchés, blessés, le sang comme ça. La situation, elle est déplorable. Oui, nous comprenons votre douleur, madame. Franchement, c'est pas la joie. Nous allons voir du côté des concitoyens qui vont aussi témoigner de ce qu'ils vivent dans les hôpitaux lorsqu'ils y vont. C'est une vox pop que nous allons écouter. J'ai été victime. Nous avions amené la femme de mon jeune frère, qui est déjà presque à terme. Et elle a déjà commencé le travail, on l'a amenée là, on nous a prescrit des ordonnances. Mais il s'est fait que nous n'avons pas assez d'argent pour tout payer. Nous avons payé ce qu'on doit payer, mais on amène, on dit non, il faut la totalité. Je leur dis, je vous en prie, vous pouvez aller chercher les médicaments pour sauver la vie en attendant que les parents du patient aillent payer les ordonnances. Ils nous ont dit niet. La femme est restée là souffrante. Heureusement, elle n'est pas morte. Pendant 2 jours, nous sommes allés à Lomé payer le médicament avant qu'on ne la traite. Aujourd'hui, le monde est moderne. Hier, il n'y avait pas du tout de plateau. Il n'y avait rien. Et on sauve la vie humaine. Aujourd'hui, quand la modernité est là, qu'ils pensent déjà à leurs dépenses physiques. Quand tu penses à ta dépense physique pour sauver quelqu'un, tu réussiras à tout. Mais quand tu vois la modernité pour dire que je n'ai pas ce seringue-là qui est magnétique, à cause de ça, je ne vais pas travailler, non. Vous êtes là pour sauver et non pour tuer les gens.
Oh, ils pensent à leur poche. Ils pensent à leur poche. Mais le budget qui est voté pour les indigents, c'est là. Le ministère de la Santé doit veiller à ça là. Parce que nous sommes tous potentiels candidats aux accidents. Au cas grave, ça peut arriver au ministre, ça peut arriver au président de la République. Donc, si on l'amène, vous allez nous dire que il n'y a pas d'argent, il faut aller payer les médicaments d'abord. Non, pardon. Nous sommes dans quel pays? C'est l'égoïsme humain qui amène à ce niveau. C'est l'intérêt personnel qui amène à ce niveau. Parce que pendant qu'on est en train de refuser d'autres peuvent arriver et ils seront acceptés. Souvent, si tu dénonces, à qui tu veux rendre compte? Peut-être c'est ces beaux-parents qui sont en haut. Donc tout ce que toi tu dis, c'est comme inutile. Je demanderai aux médecins, bien vrai, leurs moyens sont limités, d'accord. Mais il y a le peu pour sauver. Tu ris de ton frère aujourd'hui et qui rira de toi demain, tu ne le sauras jamais. Tout ce que tu fais dans la vie, tu rattrapes. Dieu ne doit à personne. La nature ne doit à personne. Tout ce que tu fais, ça te revient. C'est pourquoi, par ce canal-là, moi je les prie, je leur demande pardon d'oublier ce principe d'égoïsme et d'accepter tout le monde, de faire ce qu'il peut faire pour sauver la vie humaine. C'est nécessaire, c'est primordial. Voilà, donc c'est nécessaire, c'est primordial. Vous venez de suivre les réactions de quelques usagers des hôpitaux qui déplorent la situation dont nous parlons sur ce plateau. Jennifer. Oui, Roch, et justement, quand on écoute ces populations-là, on a l'impression que chaque personne a d'une façon ou d'une autre vécu cette situation qui est vraiment déplorable. Donc, Monsieur le Président, que pensez-vous des réactions? Les réactions sont un vécu des populations. Les commentaires peuvent ne pas être tous bien réfléchis, mais la situation est réelle que devant les situations d'urgence, on exige un minimum pour recevoir le malade. Je crois que là encore, il reste du travail. J'ai l'impression qu'enfin, les politiques, je ne parle pas du régime actuel, enfin les politiques ont compris, j'ai l'impression qu'ils ont compris que la santé est un bien primordial. Parce que c'est inscrit dans la Constitution, mais on n'a pas l'impression jusque-là que la santé est importante. Sauf quand on tombe malade, c'est là qu'on s'en rend compte. Les médecins dont je suis, nous avons fait beaucoup d'efforts, beaucoup de démarches. Nous avons même fait des grèves pour que l'on mette en place un régime d'assurance maladie universelle. C'était il y a une dizaine d'années, un peu plus. Et on a eu gain de cause. Actuellement, il y a le régime large qui est en cours et qui va certainement prendre en charge les malades aussi. Est-ce que vous pensez que ça va régler un problème lorsque vous êtes détenteur de cette carte que vous rendrez dans un hôpital? Est-ce que c'est déjà une garantie pour qu'on vous prenne en charge automatiquement? En tout cas, ça devrait régler la question financière. D'accord. Parce que ça a été posé. On dit il faut acheter, il faut... En principe, moi, quand je faisais mes études au début, on soignait le malade au CNHU. Et c'est après qu'on faisait la facture. Mais ce sont encore les mêmes populations qui
disparaissaient de l'hôpital avant qu'on ne puisse leur réclamer Mais l'argent. Donc l'hôpital est tombé oui. parce que n'ayant plus de moyens financiers pour continuer à tourner. Vous savez, le comble, c'est que vous avez l'argent, mais on vous refuse le soin. Que dire face à cela? On ne peut pas refuser le soin si vous avez l'argent et s'il y a de la place. S'il n'y a pas de place, il n'y a pas de place. S'il n'y a pas de place, il n'y en a pas. S'il n'y a pas le type de soins dont vous avez besoin là où vous êtes, ce ne serait pas juste de vous recevoir. Tout au plus, enfin, tout au moins, on vous reçoit, on vous conditionne pour pouvoir vous transférer là où vous devez recevoir les soins. Moi, les premiers soins. Voilà. Mais c'est ça ça ne le se fait pas principe. non plus. Ouais. Ça, ils ne font pas non plus. C'est ce que je disais tantôt. Quand un hôpital ne peut pas, il doit tout faire pour trouver l'hôpital qui pourrait accepter le patient, au lieu de le laisser livrer à lui-même et qu'il fasse d'hôpital en hôpital cherchant qui va l'aider. Ça, ça devait rentrer dans leur charte même. Si tu ne peux pas, cherche pour que l'eau puisse y aller, parce que c'est comme ça qu'on fonctionne en France. Vous le savez. Oui. Quand vous allez dans un hôpital, il ne peut pas, il téléphone, il fait tout ce qu'il faut pour vous traiter. Même déjà, l'ambulance qui vient vous chercher, il sait où il doit vous amener parce qu'il a appelé à l'avant. Mais ici, on vous laisse vous débrouiller tout seul. Oui, mais en fait, il y a un système. Il y a un système qui est bien en place et qui... Et pourquoi ça ne fonctionne pas? C'est quoi la faille? Je ne sais pas où est la faille. Il y a un système de référence et contre-référence il faut le communiquer au public. Il faut le communiquer. De niveau. Oui. Il y a des niveaux de référence. Les appels sont possibles. Même à l'intérieur du pays, il y a des systèmes de communication par radio qui permettent de déplacer des gens d'un centre vers un autre. Si ça ne fonctionne pas, il faut que la hiérarchie gère. Mais puisque vous êtes sur le plateau, Monsieur le Président de l'Ordre des médecins du Bénin, nous allons profiter et poser d'autres situations. Vous savez, il y a par exemple, nous sommes en période de Covid. Comment comprenez-vous que l'on déclare que certains patients sont malades du Covid et qu'on les amène quelque part et qu'après le résultat n'est même pas encore sorti et après le résultat sort, on dit que non, cette personne n'est plus malade du Covid. Comment vous interprétez cette situation? À la limite, il est préférable de poser un diagnostic excessif au risque de se tromper et de finir par sauver la personne plutôt que de dire non, ce n'est pas ça et que la personne meurt de cette maladie finalement. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Parfois, la personne meurt et c'est après, on lui dit, par exemple, vous souffrez de Covid. La personne meurt, on ne peut plus lui dire. Non, bon, voilà, à ses parents. Vous souffrez du Covid, c'est pour ça qu'on vous a amené à tel endroit. La personne décède et c'est après que le résultat sort, on se rend compte que la personne ne souffrait même pas du Covid. Bah oui, l'erreur diagnostique est une erreur qui est dépendante de beaucoup de choses. Mais qui est souvent répétitif ici. C'est ça le problème. Ben oui, on ne peut pas faire de choses avec assurance si on n'a pas les moyens qu'il faut pour être sûr de ce que c'est. Le diagnostic de Covid, on va dire qu'il y a plusieurs types de tests. Il y a le test PCR, rapide, il y a le test PCR, mais ce n'est pas tout. Parfois, ces tests sont négatifs et c'est au scanner qu'on découvre que c'est vraiment le Covid ou pas. Donc, or, tout le monde ne passe pas au scanner et en plus... Mais que dites-vous alors de ce cas où le patient, on lui avait dit qu'il souffrait de Covid, on l'a amené à l'ADA, arrivé là-bas, on découvre par la suite que non, voilà, il ne souffrait pas de Covid, mais entre-temps, il décède. Au lieu de remettre le corps à la famille, on refuse, on dit, une fois qu'on l'a déjà amené dans ce centre-là, eh bien, c'est l'État qui va se charger de l'inhumation de la personne. C'est ce qu'on a vécu, oui. Ça, c'est un peu trop lourd. C'est l'État qui a décidé de s'occuper des corps de ceux qui seraient... Mais le résultat est là, la personne n'est plus. N'est pas. Là,
cette question s'est trompée de destinataire. Je n'ai aucun argument pour répondre à ça. Non, mais franchement, en matière d'épidémie, de gestion des épidémies, les décisions sont prises au haut niveau. En bas, on applique. Maintenant, si il y a eu une suspicion d'infection épidémique de Covid, c'est considéré comme tel jusqu'à preuve du contraire. Et même la preuve du contraire n'est pas sûre, puisque la suspicion a été faite sur un certain nombre d'éléments, et donc la preuve du contraire s'est faite sur d'autres éléments. Et de toute façon, pour éviter le risque qu'on soit trompé et que parce qu'on s'est trompé, on contamine d'autres, l'État agit et c'est son droit. C'est donc. C'est à croire que même les humains qui vont là-bas voir leurs parents et qui reviennent sont systématiquement déjà contaminés. Si c'est contagieux, il vaut mieux même ne pas y aller. Pour rendre visite aux malades contagieux. On rend pas visite. Bah oui. Ouais, d'accord. Vous permettez, nous allons mettre en liaison très rapidement avec notre invité au téléphone, Dr Achille Metaou. Il est médecin urgentiste. Bonjour. Oui, bonjour, oui, chers amis. Voilà, vous êtes en direct dans cette émission. Nous parlons du refus des malades par certains hôpitaux. Nous avons sur le plateau le président de l'Ordre des médecins. Nous avons également un parent de victime. Alors dites-nous, vous qui êtes médecin urgentiste, pourquoi certains hôpitaux refusent de façon catégorique de prendre en charge certains cas de malades ou bien d'accidentés? Bon, merci beaucoup. Je vous remercie. Je remercie le professeur en studio et tout le monde. Ouais. Moi, je suis un peu perlé parce que je ne sais pas. Est-ce que réellement les gens peuvent refuser des malades? Mais c'est bien le cas, et beaucoup de personnes l'ont témoigné. Oui, parce qu'il peut y avoir des problèmes de communication, des problèmes de malcompréhension et on peut penser que c'est un refus. Sinon, je ne vois pas ce qui peut pousser quelqu'un à refuser parce que alors que c'est son travail, c'est pour cela que lui est là. Donc, à mon avis, bon, ce n'est pas une question de refus parce que je suis sociologue de santé, ce n'est pas forcément la question de refus, c'est peut-être que notre mécanisme n'est pas bien perçu. Et le système de transfert des malades n'est pas bien suivi parce qu'il y a un mécanisme de transfert du malade. Lorsqu'un malade doit quitter la périphérie pour le centre national de référence ou bien pour les centres de référence, forcément il y a un cheminement. D'accord. Il y a un processus qu'il faut faire. Ok, d'accord. Je vous comprends, hein, monsieur Metaou. À supposer que c'est un accidenté qui tombe sur la voie ou comme véhicule a percuté et que le véhicule qui l'a percuté a fui. Et ce sont des usagers de la route qui l'ont vu et l'ont ramené à l'hôpital. Il est blessé, le crâne, excusez, hein, il est entre la vie et la mort, on l'amène là. Est-ce que ce n'est pas parce qu'on le voit déjà comme un candidat à la mort qu'on l'abandonne? Ou bien qu'est-ce qui se passe concrètement? Bon. Peut-être que, vous savez, les parents ou la population ou les citoyens peuvent penser comme ça. Mais le personnel de santé ou le professionnel de santé ne peut pas le traiter de cette manière parce que c'est un accident, c'est une victime d'accident de la voie publique et qu'on l'a amené et qu'on va l'abandonner. Oui, c'est le cas, on l'a... Même les bandits, les hors de la loi, lynchés par la population ne sont pas laissés pour compte. Moi, j'ai fait 8 ans au service des urgences de Cotonou. Donc, même les hors de la loi, lynchés par la population, ne sont pas laissés pour compte. Il y a un processus que peut-être qu'on n'arrive pas à comprendre. Vous savez... Mais le citoyen lambda ne peut pas comprendre si c'est un centre de santé qui décide de référer un malade maintenant. On peut comprendre. C'est peut-être les EM qui ont vu la personne accidentée gisant dans le sang qui, par acte de générosité, l'ont amené à l'hôpital. Je vais vous expliquer ce qui se passe. Vous savez, tout le monde est agent de santé. Tout le monde devrait être agent de santé. Parce que ce n'est pas forcément ceux qui se sont habillés en blanc. Non, mais celui qui a vu la victime et qui l'a amené à l'hôpital déjà a joué sa partition. Et l'accès au service des urgences sur un protocole. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'arrivé au niveau des urgences, il y a ce qu'on appelle le tri des urgences. Il y a les extrêmes urgences, les urgences et les cas qu'on peut différer. Et ça là, la population ou bien celui qui vient ne peut jamais comprendre ça. Et
Et lorsque les gens viennent aux urgences, c'est la seule équipe, peut-être c'est la seule équipe et qui doit beaucoup plus s'occuper du malade. Et si à l'accueil, le personnel, le système qui est à l'accueil a joué sa partition, il faut forcément que ça passe par celui qui va examiner et décider maintenant de la prise en charge. C'est peut-être à ce niveau que le problème va se poser, parce que lorsque le matériel ou les consommables ne sont pas mis à la disposition du personnel pour assurer la prise en charge sans les moyens de la victime, mais les gens ne peuvent plus rien faire. La plus belle femme du monde ne peut que donner ce qu'elle a. Si le personnel est présent, avec sa compétence, avec son expérience et qu'il n'y a pas de matériel pour travailler, donc on va penser que le personnel ne fait rien. Deuxième chose, si c'est un cas d'accident et qu'on doit prendre au bloc opératoire et que dans le même moment, dans le même cas, le bloc est occupé par une équipe qui est en train de prendre en charge une autre victime, forcément il doit avoir un retard. Et c'est là où effectivement le personnel accueille. Et ce retard peut être fatal, pour soulager. Mais je voudrais simplement expliquer quand même qu'il y a un décret qui régit vraiment l'admission au niveau, par exemple, si je prends les urgences du Grand Sénat de Cotonou, il y a un décret qui s'occupe de ça. Le droit de passage est obligatoire pour tout le monde. Mais ce n'est pas à cause de ça qu'on ne va pas prendre le malade, mais que les gens comprennent que lorsqu'ils viennent aux urgences, il y a le droit de passage qu'il faut payer qui est à 14 000 francs et qui permet de prendre le malade, de l'examiner et qui donne droit à un des examens de laboratoire. Donc, si au cas où ceux qui ont amené le patient, personne ne paye les 14 000 francs, le patient il reste là et puis il va mourir dans les couloirs. Non, c'est ça ce que je dis, le patient ne reste pas là. C'est pourquoi je vous ai donné comme exemple que même les hors-la-loi, lynchés par la population, ne sont pas laissés pour compte. Ils sont toujours pris en charge. Mais il peut y avoir du retard dans la prise en charge, mais qui n'est pas dû, qui n'est pas un refus du personnel. Maintenant, il y a aussi un système qui est mis en place actuellement qui ne dépend pas peut-être des professionnels de santé, mais du système. Parce que lorsque le centre est occupé et qu'il n'y a plus de place, mais ceux qui dirigent actuellement disent on ne doit pas mettre les victimes par terre. À partir de ce moment, lorsque le patient vient, on demande de rebousser chemin pour voir un autre hôpital. Normalement, le système, même les accidents là, lorsque les groupements des sapeurs-pompiers arrivent à les ramasser, il doit avoir une communication pour voir l'hôpital qui a de disponibilité pour pouvoir prendre en charge le cas qu'ils sont en train de prendre. Donc, il y a un problème de communication qui doit aller jusqu'au fin fond à la base. Pour que le citoyen, le lambda, lorsqu'il se retrouve devant une victime, il doit savoir quel est le comportement à faire. C'est beaucoup plus ça qui a manqué pour qu'on puisse corroborer les actions pour assurer la prise en charge de nos citoyens. D'accord. Merci. Refuser le malade, je ne pense pas. D'accord. On vous aura compris, docteur Achille Metao, pour vos explications. Ici, merci et très bonne journée à vous. Merci beaucoup. Oui. Voilà, madame, nous revenons sur ce plateau. Vous avez entendu, il a expliqué, il s'est défendu, il a donné les probables raisons qui peuvent justifier ce que nous dénonçons. Dire qu'on ne refuse pas, c'est beaucoup dire, dire qu'on ne refuse pas. Là, il a utilisé le mot qu'il ne devrait pas, parce que ceux qui l'ont vécu vont dire qu'on a bien refusé. Mais à la fin, il s'était rattrapé en disant qu'il n'y avait pas de place. Que ça peut être l'une des raisons, ce que je comprends. Mais quand c'est le cas, comme il a dit, il y a un système qui devait vous informer de là où il y a la disponibilité pour qu'on vous achemine là-bas. On ne se laisse pas en l'air comme ça. Monsieur le Président, je peux vous demander quelque chose? Je reviens toujours à la dialyse. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, la prise en charge est à 0 pour les gens dialysés? Parce qu'apparemment, avant, il y avait une prise en charge que l'État donnait de 50%. Aujourd'hui, c'est carrément 0 francs. C'est le patient même qui doit assumer complètement sa dialyse du début même si ça dure 10 ans. C'est comme ça aujourd'hui. Et nous, on l'a vécu avec mon grand frère. C'est vrai, on ne se plaint pas. Heureusement qu'on a eu les moyens de le faire. Mais ceux qui n'en ont pas, c'est la mort certaine. Et j'ai même vu dans les journaux, j'ai lu dans les journaux la dernière fois où il y a eu beaucoup de morts suite à cette prise en charge qui est supprimée complètement. En fait, je ne savais pas que c'était à 0. Oui, c'est à 0 depuis, Nous sommes malheureusement un pays à ressources limitées. Là, je parle comme si j'étais un gouvernant.
Nous sommes un pays à ressources, parce que je me le suis laissé expliquer aussi, hein, et que on ne peut pas dilapider en griffe les maigres ressources que nous avons dans certaines activités qui ne sont pas rentables. Encore qu'il faut voir où est la rentabilité. Mais je crois au début que j'ai dit que qu'on a l'impression que les politiques n'ont pas mis la santé au niveau où il faut. C'est ça. Parce qu'en réalité, tout le monde est tributaire d'un déficit en matière de santé et on devrait travailler à ce que la santé ait un niveau performant. Je crois que les réformes dans le secteur de la santé ont cet objectif-là. Pensez ou vous êtes sûr? Non, je pense, parce que il y a de hautes personnalités, des personnalités de haut niveau, pas seulement des professionnels de santé, qui s'y sont attelés, qui y ont réfléchi et qui ont amené un certain nombre de structures qui devraient organiser tout ça. Je pense même que l'Assemblée nationale a été appelée à prendre des décisions, à légiférer par rapport à cela. J'appelle mes confrères médecins à continuer à bien travailler, même si chaque fois qu'on veut parler du secteur de la santé, on ne commence pas par leur dire félicitations, merci pour ce que vous faites, parce qu'ils font beaucoup. Oui, il faut les encourager à continuer, il ne faut pas les décourager, il faut les encourager à continuer, mais il faut les encourager à veiller à ce qu'ils fassent bien leur travail et qu'ils mettent au centre le malade. Parce que l'une des choses, la première chose qu'on demande aux médecins, c'est de prendre à cœur la vie du malade. Voilà. C'est elle qui est primordiale. Jennifer Sativi, nous avons eu quelques messages très rapidement. Oui, sur le forum, nous avons déjà la réaction de Yves-Patrick Loco qui nous dit « Normalement, un hôpital n'a pas le droit de rejeter un patient. On assiste malheureusement au phénomène pour les patients démunis. Le projet Arche est venu pour essayer de régler la chose. J'ai vu un jeune qui a à qui les soins ont été refusés et qui est passé de vie à trépas. On a dit que pendant le corps médical veille dans les hôpitaux, les jeunes vont boire de l'alcool et vient les opportuner. » Voilà ce que l'on dit. Et il y a quelqu'un d'autre qui dit « Je pense qu'on peut porter plainte contre une formation sanitaire qui refuse de donner les soins. On peut tirer argument du principe de non-assistance à personne en danger. Je crois que d'autres tests existent aussi. J'en ai rapidement entendu dans une chronique juridique appelée Droit du savoir à la radio nationale. Voilà. Est-ce que dans ces cas où on se retrouve pas pris en compte par un hôpital, est-ce que le patient ou ses parents au cas où il serait décédé, ont le droit de porter plainte contre l'hôpital? Oui, c'est pas une question ça. C'est normal, on a le droit de porter plainte quand on n'est pas d'accord avec l'attitude, la façon dont on a été reçu dans un hôpital. On a le droit de porter plainte au niveau de l'ordre des médecins, si c'est un médecin qui est en faute. Mais est-ce que ces plaintes-là aboutissent? On va vous donner un peu beaucoup d'explications. Non, si la plainte est avérée, elle aboutira. Hein, ça, c'est clair. Enfin, c'est vrai que c'est lent souvent. C'est lent parce que il y a lorsque beaucoup vous portez de plaintes. plainte, je donne un cas. Hein, vous amenez votre parent à tel endroit, on refuse de le prendre. Et vous portez plainte, on dit c'est parce qu'il n'y avait pas de place, ou bien c'est parce que le médecin qui devrait le prendre était au bloc en train de s'occuper d'un autre. C'est fini, ça. Le dossier est classé. Si le médecin est occupé, vous patientez. S'il n'y en a pas d'autre, vous patientez. S'il y en a un autre, l'autre vous prendra. S'il n'y a pas de place, il n'y a pas de place. C'est vrai qu'on devrait organiser l'air, l'environnement sanitaire pour que la communication puisse se faire facilement et qu'on puisse savoir où est-ce qu'il y a de la place ou pas. Mais quand il n'y en a pas, il n'y en a pas. Okay. Vous savez, non, mais attends, par les temps actuels, en France, puisque vous venez de là, les hôpitaux refusent les malades et leur demandent, leur conseil même, vous êtes malade, restez chez vous. C'est ce qu'on a entendu. Hein. Nous allons faire rapidement un tour
de table, puisque le temps est parti à ce débat, est complètement parti, madame, au regard de ce que vous avez vécu pour que cela change. Qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui pour que les patients soient mieux pris en charge et que l'on évite les erreurs de diagnostic, etc. dans nos hôpitaux? Alors, merci. Pour moi, il n'y a pas 10 000 solutions. Hein. Comme disait le président tout à l'heure, l'État est limité dans ses moyens. Tout ce qu'on souhaite, c'est que l'État tourne vraiment son regard vers la santé. Vers la santé, surtout pour les autochtones, qui est un fonds dans les hôpitaux qui permet au moins qu'ils viennent en aide aux premiers soins pour soigner au moins les premiers. Ça, c'est le b.a.-ba. Le b.a.-ba que pour 14 000, à cause de 14 000 francs, on ne puisse pas soigner quelqu'un ou prendre quelqu'un en charge, c'est honteux. C'est honteux pour l'État que nous sommes. Et qu'ils prennent le temps aussi d'expliquer aux patients que nos médecins soient patients avec les accompagnants, ils leur expliquent réellement ce qui se passe. Parce que quelqu'un qui amène un patient, il est paniqué. D'accord, dans son stress et tout, forcément, il peut le sortir. C'est à lui de le rassurer et de dire ce qu'il en est. Okay. Donc, j'encourage vivement le gouvernement à tourner son regard vers la santé. Merci beaucoup, madame. Oui, et professeur, qu'avez-vous à dire pour conclure ce débat? Ah, ça ne sera pas autre chose, hein, sauf que je serai peut-être un peu plus précis. Il y a la possibilité qu'il y ait une subvention pour la prise en charge des urgences, des 3, 4, 5 premiers jours d'urgence. Certains pays l'ont fait, où le patient il arrive à l'hôpital, il n'a pas à faire une ordonnance, on n'a pas à lui faire d'ordonnance, ce n'est pas normal, ça ne se faisait pas avant. Et qu'on puisse le prendre en charge, quitte à ce que son arche, enfin, sa carte puisse venir gérer, que son assurance puisse gérer. Mais tout le monde est un potentiel candidat aux urgences. Et donc il faut qu'on fasse en sorte, quelle que soit l'origine de la personne, qu'elle puisse bénéficier des soins en urgence et de bonne qualité. Merci beaucoup, oui. Si l'État m'entend, le gouvernement, le président m'entend, il faut absolument qu'il trouve une dialyse pour Alada. D'accord. Pour les Covid. C'est bien entendu. Voilà. Vous avez en face de vous le président de l'Ordre des médecins et qui va se charger aussi de lui transmettre la voix télévisée. Je lui parle comme ça. Effectivement, c'est assez important. Merci à vous, chers invités, professeur Francis Dosso, président de l'Ordre des médecins du Bénin. Merci à vous. Merci à vous également, madame Eponine Godonou-Guézo, d'être passée dans cette émission. C'est vrai, vous avez eu un parent qui a succombé dans cette situation. Encore nos condoléances à vous.